Sauf, non, tout le monde est là, hein, vous êtes 34, c'est ça? Parfait, impeccable. Alors, donc aujourd'hui, orthogonalité dans l'espace. Alors, d'abord, orthogonalité de vecteurs et de droite. Donc, définition, ça c'est la même définition que dans le plan. On dit que deux vecteurs U et V de l'espace sont orthogonaux si U scalaire V est égal à 0. Donc, deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Alors, exemple d'application, on considère un cube ABCD ou FGH, et on note I le centre du carré BCGF. Démontrer que les vecteurs AI et BH sont orthogonaux. Alors, donc pour montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux, on va montrer que leur produit scalaire est égal à 0. Donc on va montrer que AI scalaire BH est nul. Et pour ça, on va proposer deux méthodes. Donc, ayez bien sous les yeux cette figure-là, hein, parce que je ne l'ai pas reproduite sur les diapos d'après. Donc, la position habituelle des points ABCD et FGH, I qui est ici au milieu de cette face, et BH qui est ce vecteur. Donc, première méthode, sans utiliser de coordonnées. Donc, on va calculer AI scalaire BH, on va montrer que ça fait 0. Et pour ça, on va décomposer AI et BH selon les vecteurs portés par les arêtes du cube. Donc, par exemple, je vais tout décomposer en fonction de AB, AD et AE. Alors, je dis que AI, je peux l'écrire AB plus BI. Ensuite, puisque I, c'est le centre de la face, d'une face du cube, vecteur BI, c'est la moitié du vecteur BG. Et ensuite, le vecteur BG, je peux le décomposer en BC plus BF, puisque BCGF, c'est un carré. Et du coup, j'arrive à la décomposition AB. Le vecteur BC il est égal au vecteur AD, et le vecteur BF est égal au vecteur AE. Donc, j'arrive à AB plus 1,5 de AD plus 1,5 de AE. Et BH, pareil, je l'écris BA plus AD plus DH. Ça, c'est un exercice qu'on avait déjà fait dans le chapitre 10. Oui, je crois que c'était 10. Et AB, BA, c'est moins AB. AD, c'est AD. Et DH, c'est AE. Pas de problème, Ryan. Alors, on calcule le produit scalaire, AI scalaire BH. Donc, je remplace AI par cette expression et BH par celle-ci. Et puis, je vais donc développer mon produit scalaire hein, par multilinéarité, par distributivité, si vous voulez, par multidistributivité. Alors, j'ai pas écrit tous les produits scalaires, j'ai écrit soit leur valeur, soit 0 quand ils sont nuls, hein, puisqu'on a plein de vecteurs parmi ceux-là qui sont orthogonaux, donc on sait qu'on a des produits scalaires qui sont nuls. Alors, AB scalaire moins AB, ça fait moins le carré scalaire, donc ça fait moins la longueur AB au carré. Ensuite, AB et AD sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. AB et AE sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Ensuite, AD et AB sont orthogonaux, donc ça fait 0. Ensuite, j'ai AD scalaire AD, ça va faire la longueur AD au carré, avec le 1,5 qui est devant. AD et AE sont orthogonaux, donc 0. AE et AB sont orthogonaux, donc 0. AE et AD sont orthogonaux, donc 0. Et AE scalaire AE, ça fait AE carré. Donc finalement, j'ai plein de zéros qui s'en vont, il me reste moins AB carré plus 1,5. Maintenant, comme je suis dans un cube, la longueur AD, la longueur AE, c'est la même que la longueur AB. Donc ça fait moins AB carré plus 1,5 de AB carré plus 1,5 de AB carré. Et donc, on arrive à 0. Donc ça prouve que mes vecteurs AI et BH sont bien orthogonaux. Des questions là-dessus? Alors maintenant, avec un repère, donc avec des coordonnées, oula, elle a sauté ma deuxième méthode? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est bizarre. Attendez.
Ok, bon, il faut que je recharge mon PDF. Alors, hop. Voilà, ça va arriver. J'avais une diapo qui était partie, que j'avais oublié de mettre. Elle va revenir. Ok. Voilà, partager. Parfait. Alors. Deuxième méthode, voilà. Donc, deuxième méthode avec des coordonnées. Donc, pour avoir des coordonnées, il faut avoir un repère. Et pour pouvoir utiliser la formule du cours dans un repère, il faut avoir un repère orthonormé. Du coup, on va choisir, on va prendre comme unité du cube, comme unité, pardon, le côté du cube, et on va munir l'espace du repère A, AB, AD, AE. Dans ce repère, les coordonnées AI, c'est 1, 1,5, 1,5, et vecteur BH, c'est moins 1, 1 et 1. Donc après, on n'a plus qu'à utiliser la formule. AI scalaire BH, c'est 1 fois moins 1, plus 1,5 fois 1, plus 1,5 fois 1. Ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc les vecteurs sont orthogonaux. Donc vous voyez que la donnée d'un repère orthonormé, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, essentiellement, quand je fais ça, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait là. En fait, vous voyez là, le moins AB carré plus 1,5 de AB carré plus 1,5 de AB carré, sachant que dans mon repère orthonormé, j'ai pris comme unité AB. Ça revient exactement à faire le moins 1,5 le moins 1 plus 1,5 plus 1,5 qui est ici, en fait. C'est exactement la même chose, sauf que là, dans le sens utilisé de repère, en quelque sorte, je suis obligé de redémontrer la formule du produit scalaire ici. Tout ce calcul-là, cette décomposition, en fait, elle revient exactement à faire les coordonnées 1, 1,5, 1,5, moins 1, 1 et 1. C'est exactement les coordonnées de I et BH. Et là, je redémontre en fait la formule du produit scalaire. Donc ici, c'est pas forcément pertinent de le faire avec la première méthode, mais il y a des fois où on ne peut pas introduire des repères, et donc il faut bien le savoir faire aussi avec cette méthode-là dans le cas général. Des questions? Alors, on continue. Propriété 12. Donc, soit delta et delta prime, deux droites de l'espace dont les vecteurs directeurs respectifs sont V et V', oui, pardon. Alors, les droites delta et delta prime sont orthogonales si et seulement si les vecteurs V et V' sont orthogonaux. Donc, l'orthogonalité des droites, ça équivaut à l'orthogonalité des vecteurs directeurs. Preuve de cette affirmation. Donc, on va considérer un point A sur la droite delta et le point B tel que AB égale vecteur V. Et puis, on va tracer la parallèle à delta prime passant par A, que j'appelle delta seconde, et que je considère le point C sur delta seconde tel que vecteur AC égale vecteur V'. Alors, je vous ai fait une figure parce que sinon c'est difficile de voir ce qu'on fait. Donc, on a ici une droite delta. On a ici une droite delta prime. Alors, il faut bien voir que delta prime n'est pas forcément séquente. Hein. Ici, ce n'est pas forcément un point d'intersection, on est dans l'espace. Donc, on peut imaginer, par exemple, que la droite delta, elle est devant et que la droite delta prime, elle est derrière, elle est au fond. Donc là, ici, elle ne se touche pas. Et par contre, je trace la parallèle à delta prime passant par un point A que j'ai pris sur delta. Donc ici, par contre, la droite delta seconde, elle est séquente à delta. Là, il y a un point d'intersection ici. Je prends un vecteur directeur, donc V égale AB sur delta, et puis je reproduis le vecteur directeur V' de delta prime partant de A. Donc ça, je sais que c'est possible parce que delta prime et delta seconde sont des droites parallèles, donc elles ont le même vecteur directeur. Donc je peux toujours
reproduire le vecteur V' à partir du point A. Et donc, comment à partir de ça je prouve mon théorème? Eh bien, je sais que dire que la droite delta est orthogonale à la droite delta', ça veut dire par définition que delta est perpendiculaire à delta seconde. Donc dire que la droite qui est devant et la droite qui est derrière sont orthogonales, c'est équivalent à dire que là, ici, je dois avoir un angle droit. Donc c'est ce que j'ai dit ici, delta est orthogonal à delta' si et seulement si delta est perpendiculaire à delta seconde. Ça équivaut à dire que l'angle BAC égale 90. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin si, les chapeaux ne sont pas au bon endroit, c'est pas ma faute. C'est au moment où je mets le PDF sur le site, il le transforme et il n'arrive pas à mettre les chapeaux où il faut. Mais sur les documents que je vous mets en ligne, ils sont bien où il faut, donc c'est bizarre. Donc c'est l'angle BAC qui vaut 90 degrés. Mais si je calcule V scalaire V', V scalaire V', avec mes notations, c'est AB scalaire AC. Hein. Si je reviens sur mon schéma, si je reviens sur mon schéma ici, voilà. Hein, j'ai pris des points A, B, C tels que V, ce soit AB, et tel que V', ce soit AC. Donc faire V scalaire V', c'est la même chose que faire AB scalaire AC. Et du coup, je peux utiliser la formule avec le cosinus. AB scalaire AC, c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et donc, puisque les longueurs AB et AC ne sont pas nulles, puisque V et V' ce sont des vecteurs directeurs, donc ce sont des vecteurs non nuls, donc leurs normes ne sont pas égales à 0, et donc le produit scalaire V' va être nul si et seulement si le cosinus de l'angle BAC est nul. Et ça équivaut à dire que l'angle BAC, l'angle géométrique BAC, vaut 90 degrés. Donc d'une part, j'ai montré que delta est orthogonal à delta' si seulement si l'angle BAC vaut 90 degrés, et d'autre part, j'ai montré que V scalaire V' est nul, donc ces deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si l'angle BAC vaut 90 degrés. Donc ces deux conditions sont toutes les deux équivalentes à la même condition, angle BAC égale 90, et donc ça prouve que ces deux conditions sont bien équivalentes entre elles. Delta et delta' sont orthogonales si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Des questions ? Alors, on continue avec la propriété 13. Une droite est orthogonale à toute droite d'un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc ça, c'est une propriété qu'on avait utilisée qu'on avait énoncée dans le chapitre sur l'orthogonalité, dans le chapitre 7, je crois, et qu'on avait admise et qu'on va démontrer maintenant. Donc, le fait qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Alors, bon, il y a un sens qui est évident dans l'équivalence qu'il y a ici, c'est que si une droite est orthogonale à toute droite d'un plan, alors elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc ça, il n'y a rien à prouver. Alors c'est la réciproque qui est intéressante. Montrons que réciproquement, si j'ai un plan P, deux droites delta et delta' qui sont séquentes dans le plan P, et une droite D qui est orthogonale à la fois à delta et delta'. Je dois montrer que alors la droite D est orthogonale à toute droite du plan P. Donc, je vais prendre deux vecteurs V et V' qui sont des vecteurs directeurs de delta et delta', et N, un vecteur directeur de D. Alors, comme delta et delta' sont séquentes, les vecteurs V et V' ne sont pas collinaires, et donc ils forment une base du plan P. Donc, une base, c'est-à-dire ces deux vecteurs non collinaires du plan. Je prends une droite delta seconde quelconque dans le plan, et j'appelle V seconde un vecteur directeur de cette droite delta seconde. Alors, je sais que puisque V seconde, c'est un vecteur du plan P, puisque delta seconde, elle est dans le plan P, donc un vecteur directeur de cette droite est un vecteur du plan P, ce vecteur va pouvoir s'écrire en fonction de V et V', puisque V et V' forment une base. Donc V seconde, c'est A fois V plus B fois V' pour des réels A et B. Donc si je calcule V seconde scalaire N, je remplace V seconde par AV plus BV', je développe mon produit scalaire par distributivité, ça me fait A V scalaire N plus B V' scalaire N.
Mais puisque la droite D est orthogonale au plan P, ça veut dire que son vecteur directeur est normal au plan et qu'il est donc orthogonal au vecteur V et V'. Donc, j'ai V scalaire n et V' scalaire n qui est nul. Car ce vecteur n est orthogonal à V et V', c'est ce qu'on a dit au-dessus. Donc, j'arrive à V seconde scalaire n qui est nul. Et donc, si V seconde scalaire n est nul, ça veut dire que D est orthogonal à delta prime, hein, puisque j'ai montré que j'ai un vecteur directeur de D, en l'occurrence n, qui est orthogonal à un vecteur directeur de V seconde, en l'occurrence de delta seconde, pardon, en l'occurrence V seconde. Donc, puisque ces droites ont des vecteurs directeurs qui sont orthogonaux, elles sont elles-mêmes orthogonales entre elles. Des questions ? Ok, alors on continue avec maintenant la notion de vecteur normal à un plan. Donc, on dit qu'un vecteur non nul n est un vecteur normal à P si n est orthogonal à tout vecteur du plan P. Donc, c'est l'idée d'avoir un certain plan, P, là, qui est en gris, et d'avoir un vecteur n qui va être orthogonal à tous les vecteurs que vous pouvez tracer dans ce plan. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, les vecteurs, ils ne sont pas forcément tracés à partir du point qui est là, mais en fait, je peux toujours les tracer à partir du point qui est là. Si j'ai un autre vecteur dans mon plan, si j'ai un vecteur qui est comme ça, eh bien, je peux toujours tracer un représentant de ce même vecteur à partir du point qui est là. Et donc, j'aurai encore des vecteurs orthogonaux. Donc, un vecteur normal, c'est un vecteur qui va être orthogonal à tout point du plan. Alors, remarque, dire qu'un vecteur n est un vecteur normal au plan, ça revient en fait à dire que si je traçais la droite je traçais une droite qui a pour ce vecteur pour vecteur normal, donc une droite comme ça, eh bien cette droite, elle va être orthogonale au plan. Hein, puisque elle est orthogonale à deux vecteurs non collinéaires, puisque un vecteur directeur de cette droite est orthogonal à tous les vecteurs, donc à toutes les droites du plan, donc cette droite est orthogonale au plan. Alors, il faut faire attention au vocabulaire, il est ce qu'il est. On dira que deux vecteurs sont orthogonaux, on dira qu'une droite est orthogonale à un plan, par contre, on dira qu'un vecteur est normal à un plan. On ne dit pas qu'un vecteur est orthogonal à un plan, on dit qu'il est normal. C'est comme ça. Alors, soit P un plan de l'espace, un vecteur non nul n est normal à P si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Bon, ben ça, il n'y a rien à faire. C'est exactement ce qu'on vient de démontrer dans la propriété 13. Hein. Puisque dire qu'il est normal à P, ça veut dire que une droite qui est dirigée par n est orthogonale à P. Donc, ça veut dire que cette droite, et cette droite, on sait qu'elle est orthogonale à P si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Mais dire que cette droite est orthogonale à deux droites séquentes du plan, ça veut exactement dire que son vecteur directeur, c'est-à-dire n, est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc c'est exactement ce qu'on a démontré avant, mais en version vecteur. Dans la propriété 13, je l'avais énoncé en version droite. Une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Là, je l'énonce en termes de vecteur. Une droite un vecteur est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Mais c'est vraiment exactement la même propriété, dit de deux façons différentes. Alors, exemple d'application, on considère un cube ABCD ou FGH, montrer que le vecteur AG est normal au plan BDE. Donc ça, c'est un exo ultra classique qu'on retrouve dans plein de sujets de bac. Que la grande diagonale du cube, donc la grande diagonale du cube, c'est une droite qui relie un sommet et celui qui est le plus opposé, si on peut dire. Eh bien, cette droite ce vecteur plutôt, est normal au plan formé par B, D et E. Et E, oui, c'est ça. Donc, je vais montrer que ce vecteur AG est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc, par exemple, comme vecteur non collinaire du plan, j'ai par exemple BD et DE. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai pris après. J'ai pris BD et j'ai pris DE, oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va montrer que le vecteur AG est orthogonal à BD et DE.
Pour ça, donc, je vais munir mon espace d'un repère orthonormé. Donc, je prends, comme tout à l'heure, le côté du cube comme unité, et je prends le repère A, AB, AD, AE. Dans ce repère, AG a pour coordonnée 3 fois 1, et BD a pour coordonnée -1, 1, 0. Donc, si je fais le produit scalaire, et l'autre, DE, a pour coordonnée 0, -1, 1. Donc, si je fais les produits scalaires, AG scalaire BD, ça fait 1 fois -1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 0. Donc, vous voyez que ça va faire -1 plus 1, c'est-à-dire 0. Et AG scalaire DE, ça va faire 1 fois 0 plus 1 fois -1 plus 1 fois 1. Donc, -1 plus 1 qui fait 0. Donc, AG est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BDE. Et donc, par notre théorème, ça veut dire qu'il est normal au plan BDE. Des questions? Pas de questions. Alors, on continue. Avec la propriété 18, soit P un plan et delta une droite de l'espace. Alors, on suppose que n est un vecteur normal à P et que V est un vecteur directeur de delta. Alors, on peut dire que la droite delta est parallèle au plan P si et seulement si V est orthogonal à n. Et on peut dire que delta est orthogonal au plan P si et seulement si V est collinaire à n. Alors, attention, c'est un petit peu contre-intuitif a priori, puisque là, je dis que c'est parallèle si les vecteurs sont orthogonaux, et là, je dis que c'est orthogonal si les vecteurs sont collinaires. Alors qu'on a plutôt l'habitude de dire, l'orthogonalité, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux, le parallélisme, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vecteur normal, un vecteur normal ici, ça va caractériser la direction qui est perpendiculaire à P. N, il ne caractérise pas quelque chose qui est collinaire à P. Le plan P, c'est le plan gris. N, il caractérise quelque chose qui est orthogonal à P. Donc, dire qu'on est orthogonal à P, ça veut dire qu'on est dans la même direction que N. Donc ça, c'est la deuxième propriété. C'est ce que j'ai illustré en bleu. Une droite delta va être orthogonale à P si elle a la même direction que le vecteur N. Donc, si son vecteur directeur V est collinaire au vecteur N. Et à l'inverse, une droite va être parallèle à P si sa direction est orthogonale à celle de N. Puisque la direction de N, c'est l'orthogonale de P, être parallèle à P, ça va être dans une direction orthogonale à N. Donc là, tout est inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, simplement parce que N, ça donne la direction orthogonale à celle du plan. Alors, démonstration de cette propriété. Donc, premier point, je considère delta une droite parallèle à P, et je sais que ça, par définition du cours, ça revient à dire que delta va être parallèle à une certaine droite delta' qui est incluse dans le plan P. Une droite de l'espace est parallèle à un plan si et seulement si elle est parallèle à une droite incluse dans ce plan. Donc ça équivaut à dire que si je prends le vecteur V qui dirige delta, c'est un vecteur du plan P. Ce qui équivaut encore à dire que le vecteur V est orthogonal au vecteur n, puisque je vous rappelle que n, il est orthogonal à tout vecteur du plan. Donc on a démontré la première partie. Alors la deuxième partie, c'est un peu plus compliqué à prouver. Donc on va montrer que une droite est orthogonale au plan si et seulement si son vecteur directeur est collinaire à n, et collinaire au vecteur normal. Donc pour ça, je vais dans le plan P, donc imaginez que vous avez votre plan P, et dans le plan P, je vais choisir une base, mais pas n'importe comment, je vais choisir une base qui est formée de deux vecteurs orthogonaux. Donc je vais prendre deux vecteurs V et V', de telle façon que ces deux vecteurs V et V' soient dans le plan, mais qu'en plus, ils forment un angle droit. Donc je prends dans mon plan P deux vecteurs orthogonaux. Alors, ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, puisqu'ils sont orthogonaux, et donc ils forment, oui, ce que j'ai oublié de dire, pour être tout à fait rigoureux, il faudrait que je dise deux vecteurs non nuls orthogonaux. Ça va former une base. Donc ils forment une base du plan P, puisqu'ils ne sont pas collinaires.
Alors maintenant, si je prends, donc je dois montrer une équivalence. Je dois montrer qu'une droite est orthogonale au plan si et seulement si son vecteur directeur est collinaire à n. Donc là, je fais le sens si V est collinaire à n. Si V est collinaire à n, ça veut dire que V s'écrit sous la forme k fois n. Et donc, s'il s'écrit sous la forme k fois n, comme je sais que par hypothèse n est normal au plan, donc il est orthogonal, ah oui, là je me suis trompé, c'est pas V et V', c'est U et U', pardon. Donc il faudra corriger ici, c'est pas V et V', c'est U et U'. Donc comme je sais que n est orthogonal à U et à U', puisque ce sont des vecteurs du plan, quand je fais V scalaire U, V je peux le remplacer par k fois n, donc ça fait k fois n scalaire U, et n scalaire U est nul. Et de la même manière, V scalaire U', ça fait k fois n scalaire U', mais n scalaire U' est nul, donc ça fait 0. Donc ça prouve que V est orthogonal à la fois à U et à U', qui sont deux vecteurs non collinaires du plan, donc il est normal au plan. Ainsi, la droite delta est orthogonale au plan P. Alors, c'est la réciproque qui est un peu plus difficile à prouver. On doit montrer que si la droite est orthogonale au plan, alors le vecteur directeur de cette droite est collinaire à un vecteur normal. Donc, je suppose que delta est orthogonal à P. Alors, je sais que les vecteurs U, U' et N ne sont pas coplanaires, puisque je vous rappelle que U et U', ce sont des vecteurs qui sont dans le plan. Donc, U et U', ils sont dans ce plan P. Et le vecteur N, c'est un vecteur qui est normal à ce plan. Donc, si je prends deux vecteurs qui sont dans ce plan, ils ne peuvent pas être coplanaires avec N, puisque N, par définition, il a une direction orthogonale. Donc, puisque ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires, je sais que tout vecteur de l'espace peut s'écrire en fonction de ces trois vecteurs. Donc, il existe des réels A, B et C, tels que vecteur V soit égal à A fois U plus B fois U' plus C fois N. Par ailleurs, je sais que N et V sont orthogonaux à U, pardon, et je sais que je reprends. Je sais que N et V sont tous les deux orthogonaux à U et à U'. Alors, je sais que N, il est orthogonal à U et à U et à U' parce que c'est un vecteur normal du plan. Et je sais que V est orthogonal à U et à U' parce que je sais que V, c'est un vecteur qui dirige une droite orthogonale au plan. Et donc, si V dirige une droite qui est orthogonale au plan, il est orthogonal à tout vecteur de ce plan, donc à U et à U'. Donc, je sais plein de choses. Je sais que N est orthogonal à U et à U'. Je sais que V est orthogonal à U et à U'. Et en plus, je vous rappelle que j'ai choisi U et U' qui sont eux-mêmes orthogonaux entre eux. Donc, si je calcule V scalaire U, ça fait 0, parce que V et U sont orthogonaux. C'est ce que j'ai dit ici. V est orthogonal à U. Donc, V scalaire U, ça fait 0. Mais V, je peux le remplacer par AU plus BU' plus CN. Donc, je fais ça scalaire U, je développe, ça fait A U scalaire U plus B U' scalaire U plus C N scalaire U. Mais U' scalaire U, c'est nul, parce que j'ai supposé que U et prime sont orthogonaux, et N scalaire U, c'est nul, parce que je sais que N est orthogonal à U. Donc finalement, il va juste rester A fois la norme de U au carré. Et on a exactement la même chose avec V scalaire U'. V scalaire U', c'est nul, parce que V est orthogonal à U'. Je remplace V par son expression, je développe, et là-dedans, je vais avoir U et U' qui sont orthogonaux, donc ce facteur disparaît, et je vais avoir N et U' qui sont orthogonaux, donc ce terme disparaît. Donc il va rester juste B fois norme de U' au carré. Donc j'ai que A fois norme de U' au carré est nul, et j'ai que B fois norme pardon, c'était U ici, A fois norme de U au carré est nul, et B fois norme de U' au carré est nul. Mais ces deux vecteurs U et U', c'est des vecteurs que j'ai choisis non nuls. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je l'ai dit à l'oral. Donc, ces deux vecteurs ont des normes qui ne sont pas égales à 0. Et donc, si j'ai A fois norme de U au carré qui est nul, et que je sais que norme de U au carré n'est pas nul, ça veut dire que A est nul. Et même chose, B est nul. Donc, ça veut dire que dans l'écriture que j'ai ici, B égale AU plus BU' plus CN, ce terme-là, il s'en va parce que A est nul, et ce terme-là, il s'en va parce que B est nul. Donc finalement, j'ai que V égale C fois N, et donc j'ai prouvé que V est collinaire avec N. Ce qui était bien ce qu'on devait démontrer. Bon, c'est une démonstration qui est un peu compliquée, il faut la reprendre à tête reposée avec le schéma,
et ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais il y a pas mal d'orthogonalité qui rentrent en jeu. Bon, vous regarderez ça un peu plus à tête reposée si vous le souhaitez. Alors, propriété 19, caractériser le parallélisme de plan. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas faite. Hein. Si, on l'avait faite en termes de tout vecteur, toute base de l'un est collinéaire à une base de l'autre. Enfin, on peut trouver une base de l'un collinéaire à une base de l'autre, mais ce n'était pas très pratique. Là, avec les vecteurs normaux, ça va être beaucoup plus simple. Deux plans P et P' sont parallèles si et seulement si les vecteurs normaux sont collinaires. Alors, ils ne sont pas forcément égaux, hein, mais ils sont collinaires. Alors, démonstration. Je prends une base UV du plan P et une base U'V' du plan P'. Alors, je suppose dans un premier temps que n et n' sont collinaires. Donc ça veut dire que je peux écrire n sous la forme k fois n'. Or, comme tout à l'heure, les vecteurs n, U'V' ne sont pas coplanaires, hein, puisque U'V' ce sont des vecteurs qui sont dans un même plan, le plan P', et n', il est orthogonal à ce plan. Donc il n'est pas coplanaire avec les deux autres. Donc je peux exprimer U en fonction de ces deux vecteurs. U, donc c'est écrire AU' plus BV' plus CN'. Et comme tout à l'heure, on va faire le produit scalaire U scalaire N. Alors U scalaire N, ça fait 0 parce que N est normal au plan P et que U, c'est un vecteur du plan P. Donc N est normal à tout vecteur de ce plan, donc il est normal à U. Il est orthogonal à U, pardon. Et comme tout à l'heure, j'ai écrit ma décomposition, je développe, et dans ce développement, je vais avoir le réel A fois le réel K qui se mettent en facteur, et je vais avoir U' scalaire N'. Je vais avoir pareil V' scalaire N', et enfin, je vais avoir N' scalaire N'. Sauf que U' et N' sont orthogonaux, parce que U' il est dans le plan P' et N' il est normal à ce plan. Donc ça va disparaître. Et pareil, V' est dans le plan P' et N' est normal à ce plan. Donc ça disparaît. Donc finalement, j'obtiens C fois K fois la norme de N'. Alors attendez, il faut que je réponde à une question d'une élève 2 secondes. La droite AC est parallèle aux axes des ordonnées avec une. Par contre, le point C. Je regarde. Euh... Donc Safa, tu me dis, la droite AC est parallèle. Non mais alors là, Safa, il faut que tu revoies ton cours. Hein. C'est toi qui te trompes, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est faux. Et là, tu devrais déjà avoir rendu le devoir, Safa. Hein. Il fallait le rendre pour 10h30, 11h30. Alors, je reviens avec les terminales S3. Donc, on en était à 0 égale C fois K fois norme de N' au carré. Mais comme tout à l'heure, norme de N' au carré n'est pas nulle, et K n'est pas nul. Pourquoi? Parce que si K est égal à 0, ça voudrait dire que ici, j'ai vecteur N qui est égal au vecteur nul. Mais le vecteur N, c'est un vecteur normal, et par définition, un vecteur normal n'est pas un vecteur nul. Donc K ne peut pas être égal à 0. Donc ça impose que C est nul. Et si C est nul, quand je reviens dans ma décomposition ici, ça veut dire que ça disparaît. Cn' disparaît. Et donc j'ai vecteur U égale AU' plus BV', ce qui prouve que le vecteur U est dans le plan P', puisqu'il s'écrit en fonction des deux vecteurs U', V' qui sont des vecteurs directeurs de ce plan. Donc U est coplanaire avec ces deux vecteurs. Et on montre exactement de la même façon que V s'écrit comme ça. Donc, on en déduit que U et V sont coplanaires avec U' et V', ce qui revient à dire que le plan P est parallèle au plan P', puisque j'ai montré que si je prends une base du premier plan, elle est formée de vecteurs qui sont coplanaires avec des vecteurs du deuxième plan. Donc ça, c'est exactement dire que les plans sont parallèles. Alors maintenant, la réciproque, supposons que les plans sont parallèles. Alors, si je prends une droite delta qui a pour vecteur directeur n,
Comme P est parallèle à P', je sais que le vecteur U, qui est un vecteur directeur du plan P, est coplanaire avec U' et V', donc je peux l'exprimer en fonction de ces deux vecteurs. Je peux trouver A et B tel que U, ça soit AU' plus BV'. Et pareil, V est coplanaire avec U' et V', donc je peux écrire V en fonction du prime et V'. Du coup, comme N' est normal à P', on va avoir U scalaire N', qui est égal, je remplace U par son expression en fonction du prime et V', je développe, et ce vecteur N', il est orthogonal par définition à U' et V', puisqu'il est normal au plan P', donc ce produit scalaire est égal à 0. Et de la même façon, si vous faites V scalaire N', vous obtenez 0. Donc ça prouve que le vecteur N' est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan P, donc il est normal à P. Et après, on n'a plus qu'à utiliser la propriété qu'on a démontrée tout à l'heure. Delta, c'est une droite qui a pour vecteur directeur N', pour vecteur directeur N, pardon. Et elle est orthogonale à P. Mais j'ai démontré que le vecteur N' est aussi un vecteur normal à P. Donc j'en déduis qu'un vecteur directeur de delta, c'est-à-dire N, est collinéaire au vecteur N'. Ça, c'est exactement la propriété qu'on a démontrée tout à l'heure. Donc ça prouve notre propriété d'I9. Alors, ensuite, bon, ces démonstrations, elles sont un peu, pas forcément simples. Faut les regarder à tête reposée. Alors, définition, on dit que deux plans P et P' dans l'espace sont perpendiculaires si, quand je prends deux vecteurs qui sont respectivement normaux à P et P', alors ces vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc là, regardez bien les couleurs. Hein. P, c'est le plan gris. N en noir est normal à P. P', c'est le plan en rose. Et N', c'est un vecteur qui est normal à P. Le vecteur en rose foncé ici. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ces deux plans P et P' sont perpendiculaires si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc, si j'ai une orthogonalité entre N et N'. Et on notera dans ce cas-là P perpendiculaire à P'. Alors, propriété 21, et on aura bientôt fini. Soit A, donc pour montrer, je n'ai pas donné d'exemple dans le cours, on en fera en exercice, hein, mais donc pour montrer que deux plans sont perpendiculaires, il suffit qu'on ait des vecteurs normaux et qu'on montre que ces vecteurs normaux sont orthogonaux. Et donc pour ça, il suffit qu'on fasse le produit scalaire des vecteurs normaux, voir que ces vecteurs normaux ont un produit scalaire qui fait 0, et on en conclura que les plans sont perpendiculaires. Alors, propriété 21, étant donné un plan P dans l'espace et un point A, il existe une droite et une seule qui passe par ce point A et qui est orthogonale au plan P. De plus, cette droite va couper le plan P en un point H, et ce point H, on l'appelle le projeté orthogonal de A sur le plan P. Alors, démonstration, il faut que je démontre que, étant donné un point dans l'espace et un plan P, je peux trouver une seule droite qui passe par ce point et qui est orthogonale au plan. Donc, je vais considérer la droite delta, qui est orthogonale, n'importe quelle droite delta, qui est orthogonale à P, et puis je vais prendre une droite D, qui est parallèle à delta et qui passe par A. Bon, ben, c'est par propriété, cette droite, elle est parallèle à une droite qui est orthogonale au plan, donc elle est orthogonale au plan, et elle passe par A, donc elle répond bien à la question, c'est bien une droite qui passe par A et qui est orthogonale à P. Et maintenant, si j'imagine que j'ai une autre droite, que j'appelle D', qui est la même propriété. Si D' était une autre droite qui soit parallèle à A et qui soit parallèle à P, pardon, qui passe par A, alors elle serait forcément parallèle à D'. Pourquoi? Parce que un vecteur directeur de D est normal à P, et un vecteur directeur de D' est aussi normal à P. Donc ces deux vecteurs vont être collinéaires, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, j'ai deux droites D et D' qui sont parallèles entre elles et qui passent toutes les deux par le point A. Donc si j'ai deux droites qui sont parallèles et qui passent par A, eh bien elles sont égales. Donc il y a bien unicité de la droite que je cherche.
Alors remarque, hein, il se peut que le plan A que le point A, pardon, soit dans le plan P, hein, et dans ce cas-là, le projeté, c'est le point lui-même, hein. Si je reprends ma diapo précédente, sur ce schéma, ici, je peux très bien avoir A qui est dans le plan P, hein, je pourrais très bien avoir le point A qui est ici. Dans ce cas-là, la droite perpendiculaire, enfin la droite orthogonale, elle existe, hein, il n'y a pas de problème, etc. Mais dans ce cas-là, le point A, ce sera égal au point H. Le point A qui est ici, ce sera égal au point H. Donc ce théorème, ces propriétés, elles s'appliquent même si le point A est dans P. Mais dans ce cas-là, A sera son propre projeté orthogonal dans le plan P. Des questions sur cette notion de projeté orthogonal? Alors, on termine par la dernière propriété du cours. Étant donné 4 points A, B, C et D dans l'espace, je les suppose non coplanaires, sinon ça n'a pas d'intérêt, j'appelle D' le projeté orthogonal de D sur le plan ABC, et je dis que le produit scalaire de AB avec CD, donc le vecteur rouge et le vecteur vert, c'est la même chose que le produit scalaire de AB avec, le produit scalaire de AB avec CD, c'est-à-dire le rouge avec le bleu, pardon, c'est la même chose que le produit scalaire de AB avec CD'. Donc je peux remplacer le point D par son projeté orthogonal sur le plan ABC. Alors ça se démontre comme pour on avait fait un truc qui ressemblait vendredi en projetant sur une droite. Là, on ne projette pas sur une droite, on projette sur un plan, mais la démonstration est la même. On va utiliser la relation de Chasles. Donc on va dire que AB scalaire CD, je décompose CD en CD' plus D'D. Je développe par distributivité du produit scalaire, mais le vecteur D'D, c'est un vecteur qui, par définition, est un vecteur directeur d'une droite qui est orthogonale au plan P. Et donc, puisque cette droite est orthogonale au plan P, son vecteur directeur est orthogonal à n'importe quel vecteur du plan. Donc, sur ce dessin-là, D'D' va être orthogonal à AB. Et donc, puisqu'il est orthogonal à AB, le produit scalaire D'D' scalaire AB est égal à 0. Donc ça s'en va. Et il reste juste AB scalaire CD'. Et donc, j'ai bien prouvé ce que j'avais annoncé. Alors, quel est l'intérêt de ce théorème? L'intérêt de ce théorème, c'est qu'il permet de se ramener à des vecteurs qui sont tous coplanaires. Au départ, j'avais AB et CD qui n'étaient pas coplanaires, et en projetant D dans le plan ABC, je me retrouve avec des points AB et CD' qui sont tous dans le plan ABC. Donc je peux toujours ramener mon produit scalaire à un produit scalaire de vecteurs coplanaires, alors évidemment, à condition de savoir déterminer le projeté orthogonal, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui permettra de résoudre tous les problèmes. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions là-dessus? Ok, très bien. Pas de problème, Diogo. Donc du coup, voilà, j'ai mis les corrigés des exercices que j'avais donnés hier sur le site. Je vais vous en donner d'autres, donc tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, demain, c'est le jeudi de l'Ascension, c'est férié, et il était prévu qu'on fasse le pont, donc vendredi, je ne fais pas cours, hein, et on fera notre prochain cours mercredi de la semaine prochaine. Donc, je vais vous mettre des exercices à faire pour mercredi de la semaine prochaine. Vous avez le DM à rendre, hein, n'oubliez pas de m'envoyer votre DM impérativement pour mardi prochain. Et maintenant, s'il y en a qui le souhaitent, on peut échanger un petit peu sur Parcoursup, vos résultats. Après, s'il y en a qui veulent des conseils plus personnalisés, vous pouvez m'envoyer un mail. Il y en a qui l'ont déjà fait. J'ai répondu à Eden. Fabien, j'ai bien reçu ton mail, mais juste avant mon cours avec les secondes, donc je n'ai pas pu répondre encore. Voilà, donc juste une chose.
parce que Sophie m'a posé la question hier, quelle différence y a-t-il entre la liste d'appel et la liste d'attente? Donc, quand vos formations les formations que vous avez demandées reçoivent les candidatures, elles vont classer, alors si c'est des universités ou des L1 ou si c'est des LAS ou des PASS, ils sont obligés de classer tous les candidats. Donc toutes les candidatures qu'ils vont recevoir seront toutes classées, du meilleur candidat, classé numéro 1, au plus mauvais candidat pour eux, classé numéro N. Ce classement, c'est ce qu'on appelle la liste d'appel. Donc, vous avez sur la liste d'appel un numéro qui est donc votre place dans le classement général de tous les candidats qui ont demandé la formation que vous demandez. Ce numéro sur la liste d'appel, il ne va jamais changer. Hein, il est définitif, c'est votre classement parmi tous les candidats. Donc, après, vous avez la liste d'attente. La liste d'attente, c'est la liste sur laquelle vous êtes si vous n'avez pas encore eu de proposition d'admission pour la filière en question et vous n'avez pas été refusé non plus. Donc, la place sur la liste d'attente, elle va évoluer, puisque à chaque fois que des gens vont se désister sur une filière que vous demandez, ça va libérer une place, et donc vous allez progresser sur la liste d'attente. Donc, par exemple, imaginons que vous ayez une filière qui a 100 places, qui a eu 900 candidats, donc elle va classer les 900 candidats. Donc, tous les candidats ont reçu un numéro entre 1 et 900. Maintenant, imaginons qu'elle classe, je ne sais pas moi, par exemple, 300 candidats sur liste d'attente. Donc, ces candidats vont être classés sur liste d'attente du numéro 1. Non, je vais faire, pardon, excusez-moi, je vais m'y prendre différemment. Je vais prendre une filière, ce sera plus simple, qui classe tout le monde sur liste d'attente. Donc, j'ai 900 candidats qui ont candidaté. J'ai 100 places dans ma formation. Donc, comme j'ai 100 places dans ma formation, tous les candidats qui ont eu un numéro sur liste d'appel qui va de 1 à 100 vont avoir une proposition d'admission. On va leur dire « oui, on vous prend ». Et on attend qu'ils répondent oui ou non. Donc, ça veut dire qu'il va rester 900 personnes à classer sur la liste d'appel. 800 personnes à classer sur la liste d'attente. D'accord ? Sur la liste d'appel, j'ai 900 personnes. Parmi ces 900 personnes, j'en ai 100 qui ont une proposition d'admission. Donc, il en reste 800 à classer sur la liste d'appel. Donc, ça veut dire que celui qui était 101 sur la liste d'appel, il va se retrouver 1 sur la liste d'attente. Celui qui était 102 sur la liste d'appel, il est 2 sur la liste d'attente, et etc. Parcoursup va donner les résultats aux candidats. Et donc, par exemple, imaginons qu'on ait un candidat qui était dans les 100 premiers, donc qui a eu une proposition d'admission et qui la refuse. Du coup, comme il la refuse, il libère une place, et donc celui qui était 101 qui était 1 sur liste d'attente, va avoir une proposition d'admission. Et donc lui, il disparaît de la liste d'attente, et donc celui qui était 2 devient numéro 1, etc. Donc, ce qui va changer au cours des jours qui viennent, c'est votre position sur liste d'attente. Maintenant, la position sur liste d'appel, elle ne va pas bouger. Je vais répondre aux questions, mais je termine juste ce que je suis en train de dire. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir si vous n'avez pas été admis, quelle était la place du dernier candidat à qui on a fait une proposition d'admission sur liste d'appel. Donc, si vous êtes classé sur liste d'appel aujourd'hui 400 et que vous voyez que l'année dernière ou il y a 2 ans, le dernier candidat qui a eu une proposition était 600, ça veut dire que vous avez toutes vos chances. Et ça, c'est pas la place sur liste d'attente qui va vous dire ça, c'est la place sur liste d'appel qui va vous dire ça. Alors, je regarde les questions. Élise, j'avais une question à propos des vœux. En effet, on nous a dit que lorsqu'un vœu nous acceptait, on avait un moyen d'accepter, de refuser ou de mettre « si, oui ». Hier, je n'ai pas trouvé cette option. Non, on n'a jamais dit que vous pouviez mettre « oui, si ». Hein. Donc, si vous avez un « oui », sur ce « oui », soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. Si vous avez plusieurs vœux « oui », vous devez forcément en choisir un. Enfin, vous pouvez tous les refuser, si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre « non » à tous, mais vous ne pouvez en garder que un. Parmi les réponses « oui ». Par contre, tout ce qui reste en liste d'attente, vous pouvez le conserver en liste d'attente. Donc, ça veut dire que si j'ai 4 vœux aujourd'hui, j'ai eu « oui » sur le vœu 1 et 2, et j'ai eu « attente » sur 3 et 4. Je suis obligé de me prononcer sur le vœu 1 et 2.
Donc dire soit je garde le premier et j'abandonne le deuxième, soit je garde le deuxième, j'abandonne le premier, soit j'abandonne les deux. Mais je suis obligé de me prononcer sur ces deux vœux-là. Par contre, je peux garder les deux vœux en attente, et si demain, enfin dans 3 jours, dans une semaine, etc., j'ai oui sur un de ces vœux en attente, je pourrais choisir ce vœu-là. D'accord? Donc il n'y a pas de oui-si. Hein. Il y a des oui soit vous répondez oui sur des choses que vous avez eues aujourd'hui, soit vous conservez des vœux en attente. Il y a un oui-si de la part des facs. Les facs peuvent vous mettre oui-si en disant qu'elles vous acceptent à condition que vous suiviez une remise à niveau en début de L1. Donc, c'est des candidats qui soit n'ont pas le profil, par exemple, ils ont fait un bac ES et puis ils demandent un truc scientifique, etc., ou des candidats dont on considère qu'ils sont un peu fragiles après la terminale. Et donc, les filières de L1 peuvent vous prendre à condition que vous acceptiez de suivre une sorte de stage de remise à niveau. Donc, il n'y a pas de oui-si du côté des candidats, hein. Il y a un oui-si du côté des facs, mais pas du côté des candidats. Donc, Mathias, voilà, tu acceptes le choix entre oui, définitif ou non, c'est ça. Alors, ensuite, tu disais quoi, Elise? Il y a trop de questions là. Ok, Mathias, je dois d'abord appuyer sur j'accepte. Oui, on doit accepter un des oui qu'on a. Luna, monsieur, est-ce que vous connaissez la différence entre position dans la liste d'appel d'un des candidats qui a reçu une admission et position dans la liste d'appel d'un des candidats? Oui, alors, ça c'est important, effectivement, c'est une question très importante. Donc, vous avez candidat, position dans la liste d'appel, dernier candidat qui a reçu une proposition, tout court, ça c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, le dernier, par exemple, si j'ai une filière qui a 100 places, le dernier candidat qui a reçu aujourd'hui une proposition, peut-être qu'il est 104e, 105e, etc. Et ça va bouger. Ça va bouger parce que actuellement, c'est pour la session 2020. Et la position d'appel du dernier candidat qui a reçu une proposition en 2019, ça ne bouge plus, puisque le mouvement 2019 pour Parcoursup, il est fini. Donc, vous avez la vraie position du dernier candidat de l'année dernière. Donc, la position du dernier candidat sur liste d'appel de cette année, elle va changer. Par contre, des années précédentes, elle ne change pas. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous, ce qui se passe cette année. Il faut regarder ce qui s'est passé l'année dernière pour que vous ayez une idée. Fabien, pourquoi hier on pouvait avoir été accepté, mais être très loin dans la liste d'appels? Alors, il se peut qu'il y ait des facs qui aient mis des oui, qui aient accepté plus que leur nombre de places, parce qu'ils savent, des facs ou des formations, parce qu'ils savent déjà qu'il y a des candidats qui ne vont pas venir chez eux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des dossiers brillants, et ils savent qu'ils vont aller ailleurs. Et donc, c'est un peu comme le surbooking en avion. C'est-à-dire que dans les avions, parfois, on sait qu'il y a des gens qui prennent des billets qui ne viennent pas. Donc, les compagnies vendent un peu plus de billets que ce qu'ils ont de place. Bon, ben, c'est la même chose ici. Vous pouvez avoir plus de oui qui ont été proposés que de places dans la filière. Ou bien, ce qui a pu se passer aussi, c'est qu'il y a déjà des candidats qui ont dit oui. Hein. Donc, il y a déjà des candidats qui ont dit oui et ça a déjà libéré des places. Hein. Alors, Luna, le premier, etc. D'accord, merci. Si on fait rien, quoi qu'il arrive, les vœux... Non, alors attention, ça c'est ultra important. Alors, je ne sais pas si ça a été corrigé depuis l'année dernière, mais l'année dernière, il fallait absolument vous prononcer sur les oui que vous aviez. C'est-à-dire quelqu'un qui avait des oui sur des filières qui ne l'intéressaient pas et qui ne répondait pas, qui faisait le mort, il était supprimé de Parcoursup. Il perdait tous ses vœux. Hein. Donc, je ne sais pas si ça a été changé cette année, mais répondez au oui que vous avez, quitte à dire je n'en veux pas, quitte à dire vous, moi je mets non, mais vous devez absolument vous prononcer sur les vœux oui. Sinon, vous risquez d'être considéré comme démissionnaire de Parcoursup. Ok, c'est ça, ok, merci. Il y a une CPGE qui a accepté 500 personnes alors qu'ils n'ont que 48 places. Oui, mais parce que, ce que je vous dis, ils font du surbooking. Si, vous êtes sûr à 100%, parce que si vous ont accepté, ils vous ont mis un oui. Donc, si vous ont mis un oui, c'est qu'ils sont obligés de vous prendre maintenant. Mais vous inquiétez pas, si vous ont mis un oui, c'est qu'ils savent ce qui va se passer. Hein. Ils ont de l'expérience. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Ok. Et du coup, on doit se prononcer. Voilà. Sur tous les vœux pour lesquels vous avez un oui, vous devez absolument vous prononcer avant le 23. Ça, c'est fondamental. Tous les oui que vous avez, il faut vous prononcer. Vous ne pouvez en garder qu'au maximum un sur tous les oui. Et par contre, vous pouvez garder tous vos vœux en attente. Au niveau des vœux en attente, on doit se prononcer. Non, les vœux en attente, vous ne faites rien pour l'instant. Vous les conservez en attente. Enfin, faut juste que vous fassiez attention. Moi, je sais pas parce que j'ai pas accès à la plateforme du côté élève, mais il y a une différence entre dire oui, j'accepte telle formation et je renonce à tous mes autres vœux, ou oui, j'accepte la formation et je garde mes vœux en attente. Je ne sais pas exactement comment c'est formulé du côté élève, mais voilà, vous avez ces deux possibilités-là. Donc, au moment où vous validez, si vous voulez garder des vœux en attente, vous validez avec conservation des vœux en attente. Parce que vous pouvez aussi valider en renonçant à tous vos autres vœux, et dans ce cas-là, c'est définitif. Hein. Le oui avec renoncement à tous les autres, ça veut dire que vous acceptez cette formation et on ne pourra plus revenir en arrière. Diogo, si l'on n'a aucun oui, eh ben on attend. On attend et puis on va avoir des oui qui vont arriver, Diogo. Je vous l'ai dit que vous auriez beaucoup de en attente et que certains auraient que des en attente. Ça, c'est normal, c'est pas un problème. Maintenant, il faut attendre. Si j'ai accepté une formation et refusé tout le reste, il ne me reste plus qu'à concéder la Voilà, c'est ça. Léo, toi, tu fais partie de ceux qui a accepté une formation. Donc, une fois que vous avez accepté une formation, vous recevez un lien pour compléter la procédure d'inscription et vous allez vous inscrire à l'école. Ça y est, vous avez terminé Parcoursup. Diogo, c'est possible de ne rien avoir. Donc, déjà, Diogo, il faut que tu regardes tes positions sur la liste d'appels et les positions sur la liste d'appels des derniers admis les années précédentes, voir si tu as une chance. Après, il se peut que éventuellement, après la première phase, tu n'aies pas de vœux, mais il y aura une deuxième phase complémentaire si tu n'en as pas. Mais regarde déjà tes positions sur la liste d'appels et sur les positions des derniers admis des années précédentes. Ça te donnera une idée de tes chances déjà. Et puis, si tu veux, on peut regarder ensemble après de façon individuelle. Alors, Luna, on a le droit de changer d'avis. Ben, oui et non. C'est-à-dire que vous avez le droit de changer d'avis. Vous pouvez changer d'avis en disant oui, aujourd'hui, j'accepte cette formation-là, mais je garde une autre formation en attente que je pourrais choisir plus tard, si jamais elle me dit oui. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de choisir entre des formations pour lesquelles vous avez des oui aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai 3 oui, je suis obligé de choisir entre ces 3 oui, et ça, je ne pourrai plus revenir en arrière. Hein. Parmi les 3 oui que j'ai, je devrais en choisir un, et les 2 autres, je les abandonne définitivement. Par contre, les vœux en attente, si un jour j'ai oui sur ces vœux en attente, je pourrais finalement aller sur ce vœu-là. Quand on accepte une formation, Mathias, on doit sélectionner les vœux qu'on veut garder en attente. Ok. Voilà, donc faites-le bien, gardez vos vœux en attente, si vous souhaitez les garder. Est-ce qu'on peut avoir des réponses demain, même si c'est férié? Je pense, parce que vu que c'est un algorithme, les machines, elles ne sont pas en vacances, hein, donc elles ne sont pas en jour férié, donc je pense qu'il y aura des réponses demain. Luna, on dit oui à une école, mais après, on devient admissible à une école qu'on voulait plus. Ben, tu choisiras celle-là. Tu choisiras celle-là si tu la gardais en attente. Donc, il faut bien la garder en attente. Rudy, les vœux en attente peuvent devenir oui après le 23 mai Non. Les vœux en attente, ils peuvent devenir oui après le 23 mai. Et justement, il va y avoir beaucoup de vœux en attente qui vont devenir oui après le 23 mai parce que d'ici le 23 mai, tous les candidats vont devoir se prononcer sur les oui qu'ils ont. Et donc, ça va libérer des places. Et donc, il y a plein de vœux en attente qui vont devenir oui. Donc, au contraire, vous allez avoir beaucoup de vœux qui vont devenir des vœux attentes qui vont devenir oui à partir du 24, je pense. Donc, ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est absolument essentiel, c'est que vous devez absolument vous prononcer d'ici samedi, d'ici le 23, sur les vœux pour lesquels vous avez des oui. Donc, parmi tous les vœux que vous avez pour lesquels vous avez des oui, il faut choisir. Vous en choisissez au maximum un, sachant que les en attente, vous pouvez les garder et vous pourrez choisir cela si vous avez un oui plus tard sur ces vœux-là. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, prononcez-vous sur les oui que vous avez aujourd'hui. Vous en gardez au maximum un et vous pouvez garder tous les attentes à côté si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Martial, ça, je sais pas exactement quand est-ce que ça s'actualise. Je t'avoue, je ne sais pas si ça s'actualise tous les matins. Oui, à 4 heures du matin. Bon, ben voilà, tu as la réponse. Et Martial, au fait, ça se passe comment pour ton concours santé militaire, là? Il a lieu le 12 juin en présentiel. Tu vas passer des épreuves écrites. QCM, SVT, physique, maths. Mais c'est un QCM en ligne ou c'est un QCM, tu dois être présent? Français est annulé. Tu dois te présenter, d'accord, ok, très bien. Et il y avait des oraux qui étaient prévus à la base ou c'était qu'un examen écrit? Si je réussis l'écrit, j'aurai un oral et une épreuve physique un peu plus tard. D'accord, donc les oraux sont maintenus pour ce concours. D'accord, parce que la plupart des concours, les concours post-bac, ils ont tous annulé leurs oraux là, cette année. Voilà, donc après, s'il y en a qui ont des questions plus particulières, des demandes de conseils, etc., dans la limite de ce que je peux faire, hein, parce que je ne connais pas tout sur tout, et puis ça dépend beaucoup de vous, de vos goûts, de ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, j'y répondrai. Et puis, Fabien, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est peut-être plus simple quand on discute de façon orale. Donc, si tu veux, une fois qu'on a terminé cette session, je te donne le micro et puis on discute. Ce sera plus simple que de faire ça par mail, si ça te va. Mais on attendra que tout le monde soit déconnecté et comme ça, on discutera un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Bonne journée à tous. Et puis donc du coup, prochain cours mercredi prochain, 11h.